Bonjour, je suis ici avec Olivia Cellier. Merci beaucoup, artiste. Hier soir, elle a fait une magnifique conférence sur l'art, le pouvoir de l'art en fait. Et je suis trop contente parce que tu apportes tellement de couleurs en fait dans la vie, avec avec tous ces tableaux, toutes ces imaginations en fait d'un monde coloré. Peut-être tu vas directement te lancer. D'où viens-tu? Pourquoi tu es artiste et qu'est-ce que c'est l'art et quel est le pouvoir de l'art? Merci Coco. En effet, je suis Olivia Cellier, je suis artiste peintre et également conférencière et conteuse. Conteuse aussi. Conteuse. C'est important de le dire parce que quand on passera en revue un peu cette exposition qui s'achève d'ailleurs, on verra qu'il y a beaucoup de choses en rapport avec le conte. Et en fait, la conférence d'hier qui traitait du pouvoir de l'art, je l'ai introduite en parlant de l'importance de l'histoire dans les civilisations, à savoir qu'une chose qu'on apprend quand on est conteuse et qu'on fait du storytelling, c'est qu'il n'y a pas de civilisation sans histoire. Les histoires fédèrent, ces histoires, elles peuvent avoir plusieurs formats, donc ça va du petit conte qu'on raconte aux enfants, c'est les mythologies, les mythes fondateurs, c'est la Bible, c'est la Torah, enfin voilà, c'est l'Antiquité grecque, c'est des histoires qui ont plusieurs formats, mais pas que sur le papier, pas uniquement par l'oralité, mais également les histoires se lisent au travers de l'art. Et l'art, sous toutes ses formes, c'est un témoignage de notre histoire. Et au travers de l'art, l'art va être en fait une expression, je dirais naturelle, voire organique, de la réalité d'un moment, d'une époque, d'une civilisation. Ça, c'est quand les choses vont bien et que l'homme est conscient de ce qu'il fait, qu'il en a besoin et que ça vient de la base, c'est-à-dire de l'humanité, qui utilise, comme le faisaient les chasseurs-cueilleurs tout au début de l'art humain, c'est-à-dire l'art pariétal, on passait par le chaman pour invoquer les dieux, pour invoquer les puissances invisibles. C'est donc le début, c'est donc le témoignage d'une conscience. Nous ne sommes pas seuls et nous sommes mortels. Nous sommes vulnérables. Et de pouvoir invoquer les puissances invisibles, c'est tout d'un coup créer une relation qui peut-être nous protège, nous rassure et surtout nous donne du sens à notre vie. Il nous dit, nous ne sommes pas là par hasard, nous ne sommes pas juste des animaux intelligents, nous sommes des animaux conscients. Et l'art témoigne de cette relation que nous avons au monde, entre le monde et nous et notre conscience. Voilà. Sinon, il n'y aurait pas d'art. Donc, l'art va, au travers de l'art, que ce soit les danses, que ce soit la peinture, la sculpture, la musique, la poésie va, mais même l'architecture. L'art, on le trouve finalement partout. On le trouve dans l'artisanat d'art aussi. Hein. Il y a de l'artisanat. Pourquoi? Parce que on va la période pastorale, avec le début de l'agriculture, ces gens vont commencer à mettre dans leurs outils qu'ils fabriquent avec leurs mains. Ils vont commencer à sculpter des dieux, des divinités, des signes, etc., qui ont des symboles, qui ont des significations pour donner plus de pouvoir. On n'est pas à l'époque de l'objet jetable et sans âme. Donc nos objets aussi ont des âmes. C'est nous qui leur qui insufflons cette âme. Enfin voilà. Donc l'art, c'est tout ça. C'est un témoignage. Ça vient normalement de là-bas, c'est-à-dire de l'humain. Et puis donc quand on le regarde depuis notre époque et qu'on se retourne vers le passé, c'est un témoignage. Mais quand on est de notre époque et qu'on regarde l'art qui se crée autour de nous, c'est notre histoire qui s'affiche, je dirais notre identité. L'histoire, c'est le passé. L'identité, c'est le présent. C'est qui nous sommes. Donc, c'est là qu'on voit qu'il y a deux solutions. Soit cet art va témoigner de qui nous sommes parce que nous allons participer à cet art. C'est ce que j'appellerais l'art organique. Il vient de l'évolution naturelle de l'homme. Ou alors, cet art a une puissance subjective qui est suffisamment importante pour que les gens de pouvoir s'en emparent et se disent « Nous allons raconter aux hommes qui ils sont et nous allons leur dire qui ils doivent être. » Là, on a un art qui devient un art propagandiste.
même s'il ne met pas de mots, parce que la peinture, il n'y a pas forcément des mots dessus. On peut, hein, il y a des textes quelquefois dans ma peinture, chez certains autres, c'est pas la question. Mais c'est pas une question de mots, c'est de la suggestion, c'est des images qui vont impacter notre inconscient et un peu comme un effet miroir et nous dire qui nous sommes. Donc, quand la peinture est belle, elle nous dit que nous sommes beaux. Alors, quand je parle de beauté, c'est de l'harmonie, c'est la joie, c'est des valeurs telles que la tendresse. Alors moi, je peins la tendresse, je peins la joie, je peins le Graal, je peins, ici, c'est l'abondance. Ce tableau s'appelle « Je suis l'abondance », par exemple. C'est le berger qui protège, c'est l'aube, la sourcière qui, à l'aube, va chercher son pain. C'est des moments de vie, c'est des réalités qui sont enchanteresses. Quand on les voit, elles nous font plaisir. Et elles nous rappellent que nous sommes dans un monde heureux. Mais si, au contraire, on nous assène, parce que, alors en fait, je fais référence à toutes ces recherches que j'ai faites sur l'art contemporain, où on nous a asséné le contraire de l'art, c'est-à-dire non pas un art qui ouvre des fenêtres d'espérance heureuse sur l'avenir et sur notre destinée, mais au contraire qui nous ramène à quelque chose qui traite de notre insignifiance. C'est-à-dire nous ne sommes rien, nous ne comprenons rien, nous ne valons rien, la laideur envahit le monde, la violence, la pornographie, l'obscénité. Voilà. Donc là, il y a cette... Voilà, l'art peut être... pour moi, l'art ne peut pas être porteur de valeurs négatives. Il peut peindre la mort, mais la mort est sublimée. Oui, peut-être. Hein? La mort est sublimée. Tu expliquer cet exemple que tu as présenté hier. Alors, avec, voilà. En effet, j'ai le souvenir d'une sculpture en Italie. C'était taille réelle, en marbre, un petit garçon, en marbre blanc, un petit garçon qui dormait. Ce petit enfant qui avait à peu près 5 ans, était absolument ravissant. Il avait un front rond, il dormait d'une façon absolument paisible. Il avait des petites boucles qui entouraient son visage. Il était dans une sérénité, un apaisement absolu. Et je regarde ça en me disant, mais quel bel enfant. Et là-dessus, j'apprends qu'en fait, c'est les parents qui ont fait faire ce portrait de leur enfant quand leur enfant de 5 ans est mort. Et moi, je ressentais tout l'amour pour cet enfant en contemplant ça. Et soudain, j'ai ressenti aussi tout l'amour des parents. Et j'étais devenue ses parents et j'ai adoré à la folie cet enfant. Mais ce que j'ai ressenti au travers de cette contemplation, c'était quelque chose d'exaltant, mais de beau, de bon. C'était une empathie d'amour. Voilà. Alors pour moi, l'art, c'est ça, c'est ce passage qui est de l'émotion, mais qui nous ramène à quelque chose de noble, à quelque chose de plus élevé que nous. Qui active nos sentiments d'amour. Alors l'amour après il se décline, c'est l'empathie, c'est la générosité, c'est la joie, mais c'est sous l'amour, parce qu'en face on a la peur. Et puis quand l'art est laid, c'est-à-dire quand il nous montre que des choses dramatiques, épouvantablement violentes, bien en fait on génère plutôt les émotions qui sont du côté de la peur, de la côté du sombre. Alors c'est clair que moi je vais pas de ce côté-là. Je vais de l'autre côté, du côté de la lumière. Parce que l'impact de ce qui nous entoure, de ce que nous voyons, de ce que nous entendons, de ce que nous mangeons, il est extrêmement virulent, violent, par rapport à la construction de notre âme, de notre conscience. Et je dis souvent que l'humanité n'est pas la somme de tous les individus, elle est la somme de toutes les consciences. Donc, quand on lamine la conscience en expliquant à un humain au travers de tout ce qui l'entoure qu'il n'est que matière, qu'il n'est que consommateur, ça fait peu de conscience. Et est-ce que c'est pas une façon d'amener à une érosion de l'humanité, donc disparition de l'humanité, de ce qu'on appelle l'humanité? Pour dire quelque chose de très simple, quand on dit de quelqu'un il est très humain, je pense que vous sentez que c'est quelqu'un qui a des valeurs d'amour en lui, plutôt que des valeurs de déshumanisation. Et quand on dit mais c'est inhumain, ça veut bien dire ce que ça veut dire. L'humain, c'est pas juste un corps qui mange, qui boit, qui réfléchit. C'est quelqu'un qui pense. C'est pas pareil. Voilà. Donc ces consciences, elles sont notre humanité. Et il est nécessaire de les entretenir, de les stimuler et de les nourrir avec la bonne nourriture, c'est-à-dire la lumière, la joie, l'amour, le positif. Voilà pourquoi je peins. Et les couleurs.
C'est important. C'est les couleurs. Mais on va faire un tour. Parce qu'il y a des résonances avec tout ça. Il y a des ondes, on le sait. Ouais, c'est clair. Voilà. Oui, ça fait juste bien. C'est un banc de bienfaisance ici. Ouais. Mais on va faire un tour, donc on va aller voir les tableaux que tu nous expliquerais un petit peu pour vraiment capter. Et ce que je trouvais assez intéressant hier, quand tu nous parlais justement par rapport à cet art contemporain, ce que tu viens déjà évoquer, je trouvais très intéressant le côté que quelque part, c'est un peu dans le système. Justement, on essaie de tout enlever la couleur. Partout, on essaie d'enlever la couleur. Et peut-être là, tu vas aussi parler un petit peu. Je pourrais prendre la caméra maintenant et puis on continue. Oui, absolument. Et d'ailleurs, à propos de la couleur, si vous allez, vous tapez décoration d'intérieur, design, vous vous apercevez que les choses, les premières que vous voyez, c'est des intérieurs qui sont dans les blancs, les grèges, les gris. Ça ne stimule absolument pas la créativité ni la joie. C'est apaisant, ça nous calme, parce que je pense qu'il faut que nous soyons des individus calmes, et puis qu'à force d'être des individus calmes, nous cooptons le calme, et puis c'est un cercle vicieux. Et si on n'a pas conscience de ce que cela nous fait, voilà. Alors si on veut vivre dans une cellule des moines, c'est un choix. Et puis moi, j'aimerais de temps en temps être dans une cellule des moines pour avoir la paix et pour pouvoir méditer, pour pouvoir réfléchir. On a besoin de ça. Puis il y a des moments, il faut être dans la créativité. C'est pas la même chose. La créativité et la méditation. Et quand on est dans la créativité, il y a une couleur qui stimule la créativité, c'est le rouge. Et dans les agences de communication, par exemple, ils font des espaces dans lesquels il y a des touches de rouge dans le blanc. Ça stimule la créativité. Ce sont des études qui ont été faites et qui le prouvent. Donc la couleur, elle a une incidence sur nous. Donc par exemple, le violet, c'est une couleur qui rend neurasthénique. Voilà, le vert, c'est une couleur qui a... Alors après, il y a les symboliques des couleurs, ça c'est aussi très intéressant. Le vert, c'est symbole souvent de maladie. C'est l'envers en alchimie, donc les choses cachées, c'est le mystère, c'est intéressant. Le mauve, c'est la couleur de la spiritualité. Donc là, j'ai un tableau que j'aime particulièrement qui s'appelle le Graal, qui est ce petit garçon qui grimpe dans la fourche de cet arbre, qui va vers la lumière. Il y a ce mauve qui est le couleur de la spiritualité. Ses yeux sont fermés sur son monde intérieur qui est son bonheur. Il est dans le bonheur de l'enfance, dans cette espèce de joie calme. Ouais, c'est l'enfance. D'ailleurs, ce tableau s'appelle le Graal, mais c'est le Graal de l'enfance. Et puis, en bas, eh bien, les couleurs s'assombrissent. On a des animaux, on a une petite grenouille, des animaux qui correspondent un peu plus au marécage, aux choses de l'ombre, mais lui s'élève de cela et il va vers la lumière. Et puis en haut, symboliquement, on a des oiseaux de paradis. Voilà. Et puis la symbolique de l'âme, c'est aussi le papillon. Alors c'est un tableau très symbolique, mais c'est de la poésie, c'est de la douceur. Et puis pour moi, j'ai symbolisé ce que je pouvais ressentir dans ma vie, cet espace où j'aime être, c'est-à-dire être dans cette conscience de ce qu'il y a au-dessus de nous et puis qui nous aide à nous élever. Voilà. Après, j'ai des choses plus anecdotiques dans le sens, je me suis amusée à travailler sur des thèmes comme le berger qui protège. Alors, j'ai une particularité, c'est qu'on commande beaucoup de portraits d'animaux et quelquefois des portraits d'animaux en costume et fantaisistes. Alors c'est un dada, je fais pas que ça, mais je le fais de temps en temps. Puis là, je me suis amusée à faire une petite série. Là, on a le dandy, comment on peut représenter un chien dandy. Et puis ça, c'est l'aube. C'est un tableau que j'aime particulièrement aussi, l'aube. C'est la sorcière, c'est le chat de la nuit. On voit la lune qui disparaît derrière, il y a une petite lumière douce qui commence à nimber le ciel. La lumière vient, la nuit s'en va. Et puis, cet animal nous regarde fixement parce qu'à l'aube, tout est possible. Et entre autres, d'accueillir sur sa petite baguette de pain des oiseaux qui vont picorer ce pain. Donc, tout est possible. Il n'y a pas de... On est contre, on se rencontre, voilà. J'aime bien ce moment où la nuit, le jour se rencontrent, les animaux se rencontrent, le chat, ces petites proies, non, tout va bien. C'est magique, c'est magique. Voilà, alors après, il y a des... Bon là, j'ai voulu travailler sur la confiance, mais c'est surtout un tableau charmant, quelque chose de doux, d'enfantin. J'ai beaucoup illustré pour les enfants, donc il m'en reste quelque chose que je transpose à mes tableaux. Voilà. Et là, c'était une petite digression sur
dessine-moi un mouton. Puis moi, je me suis dit, c'est un mouton tout tendre. Alors, c'est un mérinos. Un mouton tout tendre qui broute une herbe avec une libellule, un paysage complètement onirique. Et puis, la fleur de la passion qui se déroule derrière lui, qui vole, hein, elle est pas plantée. Là, on est dans une symbolique où je voulais évoquer l'amour, la douceur. C'est un monde de rêve. C'est un rêve. Il n'y a rien de réaliste, c'est un rêve. Voilà. Donc, ce qui est génial, c'est effectivement, tu vagabondes complètement dans un monde de rêve, Onirique. quelque part. Donc, Ouais. ouais. Et il y a quelque chose de calme. Alors, celui-là, il y a une dynamique très forte dans le tigre, hein, dans Je suis l'abondance. Mais en général, il y a quelque chose de calme dans mes tableaux. Ça, je pense que c'est dû à ma nature contemplative, parce que à l'origine, je suis peintre naturaliste, animalière. Et donc, il y a eu des heures et des heures et des heures et des heures et des heures d'observation immobile pour dessiner, prendre des photos, observer ces animaux qui m'entourent ou à la rencontre desquels je vais. Et il me reste ce côté où je suis capable, comme ça, de m'enchanter à la contemplation pendant des heures. Et puis ça, je pense, ça ressort de mon travail. Là, il y a un tableau qui est totalement iconoclaste. Une ours avec son petit, et je l'ai appelée la tendresse. Et elle est gardienne, elle peut être féroce, mais elle est gardienne. Et malgré le fait que ce soit un carnassier, non, chez ces animaux, il y a la tendresse. Et ces marguerites, qui n'ont rien à faire là. En fait, elles sont là parce qu'elles codifient que il y a la douceur de l'air, c'est comme un printemps, c'est un moment béni de bonheur pur, simple, entre une mère et son enfant. Et en fait, en le peignant, je pensais, il y a quelque chose que mes enfants m'ont dit souvent. Ils m'ont dit, tu sais, maman, tu es une mère veille. Beau, ça. Parce que les merveilles. Voilà, alors c'est un peu ça, c'est une merveille. Et ça veut pas dire qu'on est mièvre. Hein. Je peux vous dire, nous les mamans, nos enfants, on doit les protéger. Voilà. Donc on peut être féroce comme ça, erratique et tout, mais je peux vous dire que les enfants, on les protège. Et ils se sentent en sécurité. Et c'est notre rôle. Et ça fait pas de nous des petites nanas. Non, ça nous rend fortes de protéger nos enfants. Et c'est vraiment notre rôle. Ouais. Et là, tu as aussi des cartes, des tapis de souris, avec toutes tes différentes... Ça fait combien de temps que tu es artiste peintre? Alors en fait, moi, depuis petite, je suis dans la forêt. Je dis que j'ai grandi entre une forêt et une bibliothèque. J'ai beaucoup lu et j'ai beaucoup observé les animaux. Et petite déjà, j'avais la chance d'aller tous les week-ends dans un village où à l'époque il n'y avait pas beaucoup de voitures. Il y avait une forêt domaniale qui appartenait à des amis et on y jouait toute la journée. Moi, la nuit, je prenais mon petit vélo, j'allais m'y cacher dans la fourche d'un grand arbre au-dessus d'une mare. Et puis là, c'était propice à l'observation des animaux de la nuit. Et je me faisais des peurs toute seule avec des bruits, fantasmes. Enfin, j'imaginais des tas de choses. Et puis, je voyais des tas de choses. Puis, petit à petit, j'ai découvert toute cette nature. Puis, j'ai appris à la dessiner. Et j'avoue, hein, je ramassais des pauvres cadavres écrasés au bord de la route. Et je les dessinais pour avoir des sujets et pour vraiment les observer. C'est comme ça que je me suis formée à la peinture naturaliste. Il n'y a pas vraiment d'école pour ça. Et les grandes écoles type Beaux-Arts et autres, depuis les années 68-70, ont abandonné tous les programmes de peinture, de peinture artistique. Wow. On apprend davantage à faire un dossier pour vendre de l'art conceptuel que trouver des sponsors, faire une identité. Mais justement, parce que dans l'art contemporain, tout est permis, en fait, quelque part. Tout est permis. Puisque l'art contemporain s'oppose radicalement aux valeurs de l'art traditionnel, c'est-à-dire que les règles d'harmonie qui ont été élaborées depuis l'Antiquité n'ont plus lieu d'être, sont bafouées, sont ridiculisées. La poésie est ridiculisée, on est dans l'absurdité. Il faut être provoquant, il faut déconstruire. Mais toujours. Ah ben, l'art contemporain, c'est la définition de l'art contemporain. Ah oui. L'art contemporain ne veut pas dire l'art actuel. Ça, c'est l'art. L'art contemporain, c'est un art qui est l'art, je dirais, officiel
celui qui est soutenu par les institutions publiques, par les mécènes publics, par les médias, acheté par des mécènes, et c'est celui qui est visible, qui est visibilisé. C'est celui que l'on trouve dans les foires d'art contemporain, et il a été élaboré sciemment après la Seconde Guerre mondiale. Et dans cette démarche, il était aussi important de rendre invisible, d'invisibiliser l'art classique, c'est-à-dire les peintres, les sculpteurs, mais même dans la danse et autres. Et puis on a inventé des nouveaux noms. Donc quand on en est là, on peut se poser la question, si on a lu George Orwell par exemple, de ces nouveaux mots, où tout d'un coup, un peintre ne peut plus s'appeler un peintre. D'abord, il ne peint plus parce qu'on badigeonne, c'est du badigeon, puisque la beauté, dans le sens du respect du travail bien fait, on va dire ça, il y a plein de définitions de la beauté, mais dans la définition du respect du travail bien fait, bien réalisé, qui va tenir dans le temps, donc il correspond à des siècles d'élaboration, des années d'apprentissage. Tout d'un coup, tout ça s'est bafoué. Vous n'avez plus besoin de savoir maîtriser un outil pour devenir un artiste contemporain. Vous faites des installations, il suffit que votre concept soit validé, et puis vous vendez votre concept, et puis ça peut être, on l'a vu, la banane scotchée à 120 000 euros, ou des choses comme ça. Il est où le travail de l'artisan, là? Elle est où la poésie? Elle est où la beauté? C'est la signature, tu dis aussi. Et c'est la signature, c'est-à-dire que les artistes, par leur positionnement conceptuel, par leur identité, sont vendus. Et ce qu'ils vont faire ensuite, on décide que ça sera à tel prix. Peu importe, la valeur intrinsèque de l'œuvre ne compte plus. Et ça, c'est l'art contemporain. Alors bien sûr, en parallèle de ça, alors on les voit, il y a eu la création des grandes foires d'art contemporain internationales, avec des prix mirobolants, qu'est-ce qu'on peut dire, des envolées de prix injustifiés, si ce n'est que ce sont des accords entre des grands investisseurs qui ont fait de ce marché de l'art contemporain un marché financier, purement financier. Qu'est-ce qu'il en restera? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça a permis à des marques qui ont des fondations d'exister au travers de l'art contemporain, d'utiliser des sites emblématiques comme par exemple le Louvre, comme par exemple Versailles, comme par exemple les Galeries Lafayette, pour exposer leur vision de l'art avec des choses qui sont de l'industriel, conceptuel, quelquefois obscène, et aux frais des contribuables, hein, parce que tous ces lieux publics sont financés par le contribuable. Maintenant, on va mettre des œuvres privées, de fondations privées, pour les valoriser dans ces endroits-là. Et les Américains, les premiers, qui d'ailleurs, dans leur circuit, n'exposent pas les artistes français. Waouh, carrément. Et à côté de ça, vous avez des tas de gens qui ont continué à croire à la valeur de l'art traditionnel, c'est-à-dire ils ne sont pas des artistes plasticiens, ils sont des peintres, et ils sont des sculpteurs, et ils sont des vrais danseurs, et ils sont des vrais chanteurs, et ils sont des vrais, qu'est-ce que je peux dire, créateurs, Oui, des vrais poètes, oui. et ils vous transmettent de la poésie, et ils vous transmettent de la joie, et ils vous transmettent des choses positives, et surtout des choses qui ont du sens. C'est ça. C'est-à-dire de la signification, qui vous raconte des jolies histoires, dans lesquelles vous pouvez vous retrouver et auxquelles vous comprenez quelque chose. Alors, c'est très très important parce que pour revenir au début de cet entretien où je parlais de l'importance de l'histoire pour fédérer les peuples et pour donc qu'une civilisation existe, donc c'est clair, une civilisation sans histoire ne peut pas exister. Donc quand on enlève toutes les histoires de l'art, c'est-à-dire que l'art n'a plus de signification, parce que le concept, c'est pas la réalité, d'accord? Donc l'art conceptuel, ne traitant pas de réalité, et l'art étant représentation de la réalité, par définition, l'art conceptuel n'est pas de l'art. Et je me permets de le dire. Oui, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est un marché financier, on a mis le mot qu'on voulait dessus. L'art contemporain, c'est de l'art contemporain. Mais c'est pas de l'art tout court, c'est autre chose. Parce qu'il n'est pas promesse d'un futur joyeux, d'un futur heureux.
C'est pas ça du tout. Au contraire, ils ne sèment que la confusion. Donc il y a une déconstruction de notre société parce qu'il y a un mépris de tout ce qui est valeurs fondatrices, sens, signification, histoire prometteuse. C'est un magnifique reflet de notre société, quelque part. En tout cas, actuellement, c'est l'art contemporain sur tous les niveaux. Justement, ce que tu disais avant, alimentation, politique et tout ça, c'est tout un peu l'art contemporain, en fait. Alors, les voix, tout ce qui existe comme ça, c'est... Oui, mais je mettrais ça dans l'autre sens. C'est vrai que cet art contemporain a surgi après la Seconde Guerre mondiale, après que des millions d'hommes sont morts pulvérisés dans les tranchées, pour raccourcir, d'accord? Des millions d'espoirs, des jeunes qui portent toute l'énergie d'enthousiasme de leur vie pour être des poètes, pour être des ingénieurs, pour être des créateurs, pour être je sais pas moi, enfin, participer à la vie créative de leur société, de leur civilisation. Et ces gens-là ont été pulvérisés. Et moi, je dis souvent qu'en face, ce qui a permis à l'homme de développer sa conscience, c'est sa vulnérabilité. C'est qu'il a fallu qu'il comprenne que c'est par le lien qu'il crée avec les autres qu'il a pu se battre contre les prédateurs parce qu'il n'était rien, il était vulnérable. C'est par ses mains qu'il a pu concevoir ce qu'il imaginait, et c'est par son imagination qu'il a pu imaginer. Donc il y a trois choses, il y a l'imagination, la capacité à créer, à produire avec ses mains, à créer, et puis il y a la capacité à être un humain, c'est-à-dire à créer du lien. Parce que quand on n'a pas de lien, il n'y a pas d'humanité. Oui, d'accord ? Ça, c'est notre humanité. Et donc, en face, on a quoi ? On a la chose animale de l'homme, ce qui est sa férocité. Donc, l'humanité, c'est ce qui va nous permettre de nous détacher de la férocité pour créer du lien, et non pas pour tuer l'autre. Quand on n'a plus la conscience, qu'est-ce qui se passe ? On va retourner à la férocité. Donc c'est extrêmement important que l'humanité ait conscience de cette dimension spirituelle. Qu'elle ait cette conscience, qu'elle doit faire un choix. Et pour moi, c'est ça le libre arbitre. Hein. Je pense que c'est toujours se dire face à une situation difficile, est-ce que je vais être humain ou est-ce que je vais être féroce ? Vous verrez qu'en fait, la question elle se pose toujours dans ce sens-là. Est-ce que je vais être humain, c'est-à-dire activer l'empathie, l'amour, la tolérance, etc. ou est-ce que je vais être féroce ? Voilà. Mais quand on n'a plus la conscience de ce que c'est que l'humanité, qu'il y a cette activation possible, ce libre arbitre, il n'y a plus de libre arbitre, il y a juste on est féroce parce que c'est le naturel qui revient au galop, de notre animalité profonde, archaïque. Et dans l'art contemporain, tu m'as dit, c'est le reflet de notre société. Je dis que non. Notre société s'est mise à ressembler à ce qu'on lui a dit qu'elle devait être. Oui, c'est ça. Ça, et à notre époque, il y a eu rupture du système de l'art, qui avant était une représentation du peuple. Là, on a des groupes d'influence qui ont décidé que le monde serait à leur image, à l'image de leur projet, qui est celui d'un supermarché mondialiste, global, et qu'il fallait pour ça calibrer. Il fallait que tout le monde pense de la même façon, et si possible, en fait, ne pas penser. Donc, il ne fallait pas leur dire vous avez le choix d'être ceci, d'être singulier, d'apporter vos talents. Non, non, vous devez penser comme ça, vous devez manger comme ça, vous devez consommer comme ça, et vous devez vivre comme ça. Et pour ça, il fallait qu'il n'y ait pas de proposition, qu'il n'y ait pas d'autres propositions. Puis surtout de leur dire, mais cessez de penser, d'imaginer que vous allez pouvoir créer quelque chose d'autre, parce que non, en fait, vous êtes juste insignifiant. Et pour moi, l'art contemporain est Et ce projet-là illustre ce projet-là, et les gens, à force, ont fini par y croire. Parce qu'on leur a dit, mais comment ça, tu comprends pas l'art contemporain, mais t'es totalement idiot, t'es ignare. C'est ça. C'est comment il s'appelle, les habits transparents là, du roi. Alors ça, c'est un conte que j'adore, hein, c'est le costume de l'empereur. C'est ça. C'est ça. Tu veux que je raconte cette histoire ? Oui, tu peux, volontiers. Peut-être mettre justement le costume de l'empereur. Tiens, on va se mettre devant le Pinocchio parce qu'on est à l'ère du mensonge, donc allons-y. Costume de l'empereur. Donc, dans une ville, il y a un empereur qui est très imbu de lui-même et qui est très tyrannique. Bref.
Et il se croit extrêmement intelligent. Et là-dessus arrivent deux voyous, deux errants, qui vont frapper à la porte de la ville et qui disent, écoutez, voilà, nous sommes tisserands, nous fabriquons des vêtements magiques qui ont des pouvoirs absolument incroyables. Alors, à force de bagou, ils sont présentés à l'empereur, et l'empereur doit précisément fêter son jubilé. Et l'empereur leur dit, écoutez, c'est quoi les propriétés de votre costume? Alors, c'est des propriétés qui font que, d'ailleurs, il n'est visible que par les gens intelligents, et ils rendent les gens encore plus intelligents, et il faut porter ce costume pour... Bref. Le roi, qui est extrêmement vaniteux, leur dit, mais écoutez, très bien, qu'est-ce qu'il vous faut? Et il leur dit, vous savez, on a besoin de pierres, de choses précieuses, de pierres, de minéraux, d'or. Donc, il donne une bourse très conséquente à ces deux malotrus, qui installent leur atelier dans une grange à l'extérieur de la ville, de l'enceinte de la ville, qui vont acheter un grand métier à tisser, etc. Puis, au bout d'un mois... l'empereur demande, mais est-ce que par hasard le costume est fini? Ça fait longtemps que j'attends. Ah, mais Majesté, nous avons besoin encore d'argent, nous avons bientôt fini. Et l'empereur redonne encore une bourse encore plus opulente, etc. À coup de flatterie. Ils repartent avec cet argent. Et puis, ils vont revenir avec un costume qui n'existe pas, qui est totalement invisible, et ils vont aller, mais alors, Majesté, laissez-nous vous habiller. Alors, le roi, il est nu, et là-dessus, ils mettent le costume, qui n'en est pas un, mais l'empereur sait que les gens intelligents voient le costume, et pas les idiots. Il ne peut pas dire qu'il ne voit pas le costume, parce que sinon, on va le prendre pour un idiot, ça va déstabiliser son pouvoir. Donc, il ne dit rien, il est persuadé que... Et puis, en plus, autour de lui, les gens ont tellement peur que tout le monde le flatte en lui expliquant que son costume est magnifique. Donc lui, il est persuadé d'avoir un costume magnifique alors qu'il est tout nu. Et c'est l'heure du jubilé, il monte dans son carrosse, il est là, il salue tout le monde, etc. Puis dans la foule, il y a un petit garçon qui regarde, qui tend le bras comme ça vers sa maman, qui dit « Maman, tu as vu? L'empereur est nu. » Fin de l'histoire. Donc on peut raconter des tas d'histoires à des tas de gens, mais soit on voit les choses et elles sont, soit on est dans le déni de la réalité. Et je crois qu'on a vécu ça, un déni de la réalité depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc, je ne sais pas, ouvrez les yeux, faites-vous conscience, c'est un lapsus, faites-vous confiance. Et je dirais, il est temps de reprendre conscience en soi. Et c'est comme ça que, en vous reconnectant à quelque chose qui est authentique en vous, parce que vous êtes des personnes saines, vous allez pouvoir dire, non mais ça c'est de la peinture, et puis ça c'en est pas, ça c'est de l'art, et puis ça c'en est pas. Ne laissez pas des gens vous expliquer que vous êtes des idiots parce que vous comprenez rien. Parce que à la limite, si vous comprenez rien, c'est peut-être que parce que la personne qui vous raconte des choses, elle est incompréhensible. C'est son problème, c'est pas le vôtre. Voilà. Merci. T'en prie. J'ai juste par rapport à l'Amazonie, peut-être tu as quelques mots à dire parce que beaucoup de tes tableaux sont quand même inspirés par l'Amazonie, j'ai l'impression. Oui. Toutes ces couleurs, tous ces oiseaux, cette diversité incroyable de... Alors, je ne suis jamais allée en Amazonie, mais j'en ai toujours rêvé. Néanmoins, j'ai vécu en Afrique longtemps, en Afrique de l'Est. Et je suis membre d'une association qui travaille avec les Indiens d'Amazonie, qui s'appelle Aquaverde. Et j'ai peint ces tableaux pour... Alors celui-là en particulier, ce qu'on ne voit pas tout de suite, c'est qu'en fait, vous voyez, il y a une zone grise ici, là. Et ce tableau s'appelle « La villa avance ». Mais en fait, c'est un jeu de mots. C'est « la ville avance ». Et on voit que petit à petit, le gris est en train de remplacer la couleur. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle je peins de la couleur. Parce que nous, qu'est-ce qu'on fait? On prend la nature, au nom du matérialisme à tout crin, de ces valeurs-là, on prend le vivant et on le transforme en matière inerte. On prend la couleur et on la transforme en bitume, on la transforme en noir. Voilà. Donc, quand je travaille avec des couleurs. Parce que c'est un hymne à la vie.
Et c'est pour ça aussi que je peins la nature. Je me suis posé la question, mais pourquoi j'aime tant peindre les animaux? Pourquoi j'aime tant peindre? Parce que d'abord, on s'y sent bien. Parce qu'il y a quelque chose qui se transmet un petit peu comme cette histoire avec cette culture qui active en nous des choses qui sont heureuses. Moi, je le ressens comme ça. D'ailleurs, aujourd'hui, on sait que pour se soigner, on fait de la sylvothérapie ou ce qu'on appelle des bains de forêt, parce qu'il y a plein de choses qui émanent de la forêt et que c'est bien plus efficace que des pilules contre la dépression, par exemple. Voilà. Donc, mes tableaux, c'est la nature, c'est la vie, c'est de la joie et c'est donc une promesse d'un avenir radieux. Et je participe à ça. Magnifique. Merci beaucoup. Voilà, merci. Comment on te trouve, Olivia? Comment on peut te trouver? Comment on peut me trouver? Bien écoutez, j'ai un atelier aux portes de Montreux. J'ai un site qui s'appelle oliviacellier.com. Cellier, c'est S-E-2-L-I-E-R. J'ai une adresse internet qui est info@oliviacellier.com. Qu'est-ce que je peux dire? Et puis j'ai un numéro de téléphone. Je donne mon numéro de téléphone. On peut le mettre en dessous. Oui. Très bien. Oui. Alors 079 385 0085. On fait comme ça. Voilà. Et tu organises aussi des ateliers. On peut venir des fois. Tu organises des portes ouvertes, des ateliers. Les gens peuvent venir expérimenter l'art aussi. Hein. Donc, et puis tu leur montres comment ça se passe. Alors, une fois par an, il y a des portes ouvertes dans le cadre de Private Park, qui est une association locale des artistes de Montreux de la région. Donc là, c'est 3 jours, on ouvre les portes. Les mercredis après-midi, je donne des cours aux adultes pour apprendre les techniques classiques, académiques de peinture et dessin. Et puis après, j'ai eu des demandes privées auxquelles j'ai répondu pour donner des cours, voilà. Et mon atelier est aussi une galerie, c'est-à-dire que mes œuvres, une fois que je les décroche d'une galerie, je les raccroche, elles sont toujours visibles, il y a toujours de quoi voir. Donc vous êtes toujours les bienvenus pour les découvrir, en parler. Puis je peux parler technique, voilà. Un grand merci. Pour la couleur que tu apportes dans la vie et pour voilà, tout ce que tu représentes. C'est magnifique. Merci beaucoup. Avec ton art. Merci beaucoup, Olivia. Merci. Yes.